19h à Bonakomo, Douala. Madame, monsieur, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La dévolution du pouvoir se conçoit comme un transfert ou la délégation de compétences ou de pouvoir politique d'une entité à une autre ou d'une personne à une autre. Définie ainsi, la dévolution du pouvoir se fait sans recours à un suffrage populaire. Pour ce qui concerne le Cameroun, le professeur Maurice Kamto, dans sa dernière sortie, parle de manœuvres visant à organiser la succession de gré à la tête de notre pays. Cela passe, selon le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, par une manipulation de la Constitution avec, in fine, un passage de témoins à la tête de l'État par un mécanisme non électif. Pour le professeur Maurice Kamto, la succession à la tête de l'État doit se faire par la voie de l'élection. Une élection qui, avant de se tenir, aura satisfait à deux préalables. La résolution du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ainsi que la réforme consensuelle du système électoral. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelé. Tout de suite, Madame, Monsieur, le fait du jour. Dévolution du pouvoir et gré à gré, de quoi s'agit-il? Pour en savoir, nous avons invité sur ce plateau à Douala le professeur, le docteur Luison Essomba. Bonsoir docteur. Bientôt, c'est le professeur. Hein? Ah oui, ça viendra. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ça viendra, voilà. Serge Allon. Voilà, bonsoir une fois de plus et bienvenue, docteur Luison Essomba, enseignant de droit public à l'université de Douala. Vous avez repris les cours? Très bien, d'ailleurs j'ai été jeté au chaudron dès la rentrée du 1er juin. Oui. C'est moi qui ai introduit le cours de droit constitutionnel et régime politique d'ici et d'ailleurs. Je crois qu'au début il y a eu une rentrée un peu flegmatique, mais au fur et à mesure que je déroulais le cours, la salle a fait son comble parce que sur les 3500 étudiants que nous avons au niveau 1, on était obligé, dans le strict respect des mesures de distanciation, de les repartir en 4 vagues. Oui. Donc sur les 3500, on a divisé par 4, on avait donc 875 étudiants dans un amphi de 4000 étudiants. Oui. Donc ça a permis donc de respecter les mesures barrières. Avec les masques, tout ça? Pardon? Avec les masques? Très bien entendu, c'est-à-dire que les étudiants d'abord ont marqué une conscientisation élevée parce que chacun est venu avec son masque, au-delà du masque que le doyen et le recteur ont bien voulu restituer à chaque étudiant présent à l'amphi. Voilà, merci docteur Luison Essomba. En face de vous, Valérie Mandengue. Bonsoir Valérie. Bonsoir Serge. Bonsoir au professeur Essomba, docteur Essomba, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ça viendra. Qu'il arrive à ce niveau. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'ici et d'ailleurs qui suivent le programme Culte Equinox Soir. Voilà, Valérie Mandengue du mouvement du Rassemblement démocratique du peuple. Quel lapsus. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout simplement parce qu'on aura un représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et non des moindres. Lui, c'est Wilfried Ekanga, depuis Francfort. Bonsoir Wilfried, il est là. Bonsoir Wilfried et bienvenue une fois de plus. Et téléspectateurs de Equinox TV, bonsoir à tout le Cameroun, bonsoir au docteur Luison Essomba. Bonsoir à Valérie Mandengue, que je rassure tout de suite en lui disant que le MRC se porte très bien sans sa présence. J'aimerais y adresser une dédicace spéciale à la famille de Samuel Ouazizi qui a perdu la vie justement cette semaine dans les circonstances terribles que nous connaissons du milieu carcéral camerounais. Et j'aimerais exhorter nos compatriotes à apprendre désormais à s'enquérir de la situation de nos frères qui sont pour la plupart injustement et arbitrairement emprisonnés dans un système très répressif. N'attendons pas que les nôtres meurent pour penser à eux. Il faut que nous prenions à partir de maintenant plus que jamais conscience du système dans lequel nous vivons. C'est comme en classe, l'élève médiocre assis au dernier banc
avait besoin pour s'illustrer d'être violent, d'être agressif. Il est évident que dans un système politique où le régime n'a pas de programme ou de projet de société, il ne peut exister que par la répression. Donc pour que cela n'arrive plus et pour que nous ne nous plaignions pas quand la situation devient irréversible, pensons à tous ceux qui, de Paul Chouta à Rosange Djimeni, de Wilfried Siewe à Mamadou Mota, subissent actuellement une injustice criarde avant qu'il ne soit trop tard. Voilà mon coup de cœur de ce mercredi. Bonsoir à vous encore et à tout le Cameroun. Voilà, nous restons à Francfort, Wilfried Kanga, pour planter justement le décor. Wilfried Kanga, dites-nous, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto entend par succession de gré à gré? Première chose. Deuxième chose, sur quoi se fonde-t-il pour dire qu'il y a une succession de gré à gré qui se prépare actuellement? Quels sont les éléments en sa possession pour dire qu'il y a une succession de gré à gré qui se prépare actuellement du côté de Yaoundé? Alors, les biaïstes ne vont pas me contredire quand je vais utiliser la formule qu'ils utilisent souvent pour justifier les actes de Paul Biya. C'est-à-dire, Maurice Kamto, lorsqu'il fait sa sortie, c'est parce qu'il dispose d'informations qui vont en ce sens. C'est d'ailleurs quelque chose sur laquelle il nous a alertés depuis des mois déjà, où il disait « il y a quelque chose qui se prépare, qui a des allures dynastiques à la tête de l'État. Or, on est dans une république, il ne faut pas laisser que les choses se déroulent ainsi. » Il a donc fait une allocution il y a quelques jours où il a dit que les choses se précisent. Ça veut dire que le camp d'en face, le régime, a accéléré encore un peu plus dans cette voie-là. Et quand on est dans une république, évidemment, on ne peut pas l'accepter comme ça. Maintenant, pour que les gens comprennent bien, il faut peut-être faire une petite parenthèse, une explication sur ce que vous avez exposé au début. La dévolution du pouvoir, c'est dans un cadre normal, c'est-à-dire il y a des situations prévues par la Constitution ou prévues par le pouvoir exécutif où le chef délègue une partie de ses pouvoirs, voire même quasiment tous ses pouvoirs à des subordonnés. On l'a eu au Cameroun le 5 février 2019 avec la délégation permanente de signature de Ferdinand Ngongo que Paul Biya lui a accordé, et il y a aussi une délégation non permanente à quelques auxiliaires de la présidence. Et après, il y a la délégation qui est plutôt informelle, une dévolution dans les faits, même si ce n'est pas écrit, comme en Chine, en 66 avec Mao Zedong qui délègue à la bande des 4, dont sa femme Chiang Jing, comme à Cuba avec Fidel Castro qui, vieillissant, 88 ans, comme Paul Biya, justement, à un moment donné, se retrouve dans l'incapacité d'exercer le pouvoir et délègue peu à peu à son frère Raúl Castro, qui est son cadet d'à peu près 5 ans. Donc, on est dans le cas de figure au Cameroun où on a un président qui est assez vieux, qui est plus inerte que vif, à défaut d'être inerte tout court. Et il est évident que par le simple principe de la sélection naturelle, dont parlait d'ailleurs un de ses partisans il y a quelques jours, Mbotouze, il est probable que plus le temps passe, plus il se retrouve dans l'incapacité de gérer la chose publique. Maintenant, au RDPC, il est hors de question d'élaborer un processus de transition qui va donner la voix à n'importe qui. Dans un système de conservation du pouvoir, dans un système quasi dynastique qui est là depuis 38 ans et qui a donc pris l'habitude qui s'est habitué au fait que le pouvoir est une sorte de chasse gardée, évidemment, quand bien même il faudrait établir une transition, ce serait après s'être assuré que les personnes qui vont faire ces transitions sont toujours du même clan. Parce que nous ne faisons pas une opposition d'individus, on fait une opposition de système. Et justement, Maurice Kamto, devant toutes les arcanes politiques que nous avons sous nos yeux, avec des nominations ça et là de personnages plus ou moins incongrus, avec les délégations permanentes de signature et avec la session qui s'annonce le 12 juin prochain, c'est un processus d'avant-garde pour dire il ne faudrait pas que si X événement arrive, vous soyez surpris. Sachez que dans une dictature, les choses ont toujours fonctionné comme ça. D'ailleurs, le Cameroun, la République du Cameroun est née d'un gré à gré entre Amadou Ahidjo, choisi par les administrateurs coloniaux français, qui après, sous la pression de la France, est appelé à désigner un ojolatiste, Paul Biya, au poste de Premier ministre qui deviendra plus tard président de la République, et ainsi de suite. Donc, dans la foulée de ce qu'on a eu donc, dans ce passé camerounais et de ce qu'on a eu dans d'autres pays comme le Gabon avec Ali Bongo, le fils de l'autre, au Togo avec Faure Gnassingbé, le fils de l'autre, Maurice Kamto prend les devants en disant « N'attendons pas que la chose arrive chez nous, les indicateurs sont partout, il est probable que le processus soit encore le même, surtout qu'on a en face de nous un régime qui n'a pas particulièrement brillé par son caractère démocrate. » Donc c'est ça
la politique, la vraie, la prospective, la mise en garde et le fait justement de se préparer à toute éventualité pour ne pas être surpris de son incitation. Préparez-vous. En introduction, c'est ce que je peux répondre à la question, Serge Alain. Voilà, merci Wilfried. Valérie Mandengue, Wilfried dit que le professeur Maurice Kamto a en sa possession un certain nombre d'éléments qui lui permettent de dire que tout ce qui se passe aujourd'hui à Yaoundé, qui a des allures, il a dit, des allures dynastiques, il met en garde la population. Il voit un peu ce qui est en train d'arriver. Monsieur Otto, lorsque Monsieur Kamto fait sa sortie, l'une de ses nombreuses sorties, par ailleurs, il faut le dire, beaucoup de questions se posent. La première, c'est en qualité de quoi M. Kamto fait une sortie ou à qui s'adresse-t-il? Faudrait-il rappeler ici que M. Kamto n'est ni élu, ni au pouvoir, et politiquement, son parti est inexistant. Donc, ce qui revient à dire ici, M. Wilfried Ekanga, que la parole de M. Kamto n'a aucun poids politique ni aucun poids populaire dans ce pays. C'est ce que je voulais d'abord vous indiquer. La deuxième chose, lorsque M. Ekanga nous parle d'un système carcéral répressif, je voudrais lui rappeler que Kamto est sorti de prison, tout le monde a vu le poids qu'il avait pris. Il n'est pas sorti de prison diminué. Donc lorsqu'on parle de notre système carcéral, il faudrait qu'il se rappelle que le VIP qui était Kamto n'y est pas sorti diminué. Au contraire, on se serait attendu que, comme M. Mandela, parce que quand Mandela sortait de prison, il avait posé comme préalable que ses camarades de prison sortent et ils sortent en dernier. Mais nous avons été surpris que Kamto est sorti très vite en premier et il a laissé les autres coups à leur triste sort. Et ceux-là qui ont pris sur eux d'engager un certain nombre d'actions ont vu simplement leur carrière politique s'évaporer par la décision de Kamto de ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, Kamto a transformé un parti politique en église de réveil, où lui, le révérend Kamto, il se lève matin, midi, soir. Comme il a fait sa sortie lundi, la semaine prochaine, il va encore en faire 2 ou 3, ainsi de suite. C'est le mandat de Kamto, le mandat du pentecôtisme politique. Cependant, M. Ekanga, redescendez sur terre, nous ne sommes pas dans un pentecôtisme politique. Au Cameroun, vous avez essayé, il a essayé de l'expliquer, mais dans la mauvaise foi qui caractérise le mouvement de la Renaissance du Cameroun, il n'est pas allé jusqu'au bout. Et je vais parler ici sous l'œil avisé d'un homme de droit, le docteur Essomba. Ce que je veux dire ici, c'est que le principe de dévolution de pouvoir est très bien connu au Cameroun, M. Ekanga. Aujourd'hui, si nous devons parler d'incapacité, encore que nous ne pouvons pas parler d'incapacité parce que nous sortons d'une élection présidentielle qui a eu lieu il y a 2 ans, nous sortons d'une élection couplée qui a eu lieu il y a 3 mois, et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, le chef de l'État s'est adressé à la nation par rapport à la pandémie mondiale qui sévit au Cameroun. Donc nous avons un chef de l'État qui est au courant de la situation, qui suit de très près l'évolution sanitaire, l'évolution politique, l'évolution économique de son pays. Donc nous n'avons pas besoin ici de rentrer dans des incantations. Monsieur Otto, il est clair, et il faut que cet amalgame soit levé. Si des personnes se sont battues et ont perdu de leur vie, pour que nous puissions nous asseoir sur des plateaux aussi sérieux que celui-ci, c'est pour que les symboles de la République ne soient pas galvaudés. Moi, je voudrais, avant que nous arrivions au fond, qu'on nous dise en qualité de quoi, quand on tient un discours avec le drapeau du Cameroun, un symbole national fort à sa droite. Le drapeau du Cameroun. Voilà, permettez-moi d'aller je reviens, parce que Wilfried, je veux que cette émission soit interactive. Wilfried, levez le doigt, il vous répond, je vous passe la parole. Non, je n'ai pas coupé Wilfried et Kanga. Non. Donc la bienséance aurait voulu que Wilfried me laisse aller jusqu'au bout. Non. Et il va souffrir. Ok, allez-y donc. Parce que me laisser aller jusqu'au bout. Allez-y donc. Ce que je veux donc dire. Oui, allez-y. Parce que vous avez posé une question, je voulais que Wilfried vous réponde. Et je vous passe la parole. Je dis donc ceci. Oui. La Constitution consacre celui qui a la légitimité et la compétence à faire un discours avec le drapeau du Cameroun. Okay. Il est temps que les
autorités compétentes de ce pays se penchent sur cette question. Il n'est pas question de galvauder les symboles de la République à n'importe quelle fin. Et ici, il faut qu'on soit clair, M. Otto. S'il arrivait aujourd'hui, parce que le prochain rendez-vous électoral, et je veux le dire à Wilfried, il est au Cameroun en 2025. Le code électoral et la constitution de l'État du Cameroun consacrent le prochain rendez-vous populaire électif en 2025. Il n'y a pas de rendez-vous électif avant. La deuxième chose, c'est que s'il arrivait, nous sommes des êtres humains, M. Otto. Ouais. Vous pouvez sortir ici et vous avez un accident, vous décédez. Il faut bien que M. Séverin Tchounke procède à votre remplacement. S'il arrivait, par extraordinaire, que le chef de l'État soit en incapacité, soit par un décès, soit par une incapacité physique quelconque, ou alors par l'extraordinaire des cas, par une démission, la Constitution du Cameroun a prévu le principe de dévolution de pouvoir. Ouais. C'est M. Nyat Ndissendi qui assurera l'intérim à la tête de la nation pendant 120 jours. Et il aura à cœur, c'est une disposition constitutionnelle, d'organiser les élections dans lesquelles il n'est pas candidat. Et d'ailleurs, la loi va plus loin. Il est même sommé de ne pas toucher à la forme du gouvernement. Ouais. Donc il faut que ce soit clair. Il ne modifie pas le gouvernement. Donc il faut que ce soit clair. Cette brèche qu'il veut s'ouvrir ici, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas Kamto qui va remplacer M. Biya si M. Biya décède. Parce que Kamto est inéligible politiquement à compétir en ce moment. Et il le sait très bien. La deuxième chose, c'est que lorsque nous parlons du principe de dévolution de pouvoir, il faut très bien savoir que cela est encadré. Et cela est strictement encadré. Ouais. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État, son Excellence M. Biya, avait pris le pouvoir à 82, pouvoir qu'il détient aujourd'hui par la force de légitimité des Camerounais qui lui ont reconduit leur confiance il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, il n'existe pas dans l'esprit des Camerounais une question de gré à gré, une question de vacances de pouvoir. Encore lorsqu'on va aller plus loin, on va demander où est le bilan de toutes les actions que M. Kamto annonce ci et là. Cet État est dirigé, M. Otto. Il est aussi de votre devoir, en tant qu'homme de médias, en tant que journaliste chevronné, de ne pas donner, de ne pas prêter flanc à ce type de débats qui n'ont pas lieu au moment où le Cameroun fait face à la pandémie du coronavirus. C'est ça qui intéresse le Camerounais. Les incantations de Kamto dans son église réveillée, le MRC Basse, n'intéressent pas les Camerounais. C'est le quotidien des Camerounais, leur santé, l'éducation des enfants. Vous avez vu M. Luison qui vous a rappelé les dispositions que le recteur a mis en place. C'est des choses qui mériteraient, M. Otto, d'être valorisées. De montrer autant on peut aller filmer 2 ou 3 routes qui sont cabossées, autant on peut aussi féliciter le gouvernement et féliciter les institutions de la nation lorsque elles prennent en charge la protection de la vie des Camerounais. Merci Valérie Mandingue. On va permettre, Dr Luison, vous allez nous recadrer. Voilà, on va permettre, parce que Wilfried a levé le doigt tout à l'heure, on va permettre à Wilfried rapidement de répondre à Valérie Mandingue et on va passer tout de suite après la parole. Rapidement Wilfried, je vous en prie, on va passer la parole. On veut aussi écouter le Dr Luison et son boss, cette affaire. Wilfried, c'est à vous. Je suis désolé, c'est un peu compliqué de répondre de manière compacte à autant d'hérésies. Notre compatriote Valérie Mandingue se dit certainement qu'en élevant la voix, l'hérésie qu'on dit devient vérité. Élever la voix, c'est juste transformer une hérésie en grosse hérésie. Je ne sais pas s'il y a un texte dans la constitution camerounaise qui interdit à quelqu'un de parler aux Camerounais et de parler avec un drapeau. C'est vrai que vous incarcérez des femmes de ménage pour rébellion et hostilité à la patrie, mais quand on a commis des perversions politiques à travers l'histoire, le minimum, c'est de ne pas les répéter. C'est comme ça qu'on respecte ses concitoyens. Vous dites que Maurice Kamto ne représente aucun poids politique et que ces interventions n'ont aucune finalité dans le réel, mais pourtant vous avez parlé de M. Kamto encore plus que moi-même, qui suis du MRC, vous avez mentionné son nom, plus que le nom de votre propre partenaire à la maison. Lorsque Rosa Parks, l'histoire, il faut apprendre l'histoire, parce que l'histoire nous empêche de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi.
Les combats que vous êtes en train de citer ont été menés par ceux qui ont été appelés par le même régime Paul Biya des maquisards. Lorsqu'on a assassiné en 1958 Omniobé et qu'on a écartelé sur un cheval, lorsqu'on a empoisonné Félix Moumié à Genève ou qu'on a fusillé Ernest Wandier le 15 janvier 1971 à Bafoussam, c'était justement ceux qui se battaient pour la République du Cameroun et qui étaient taxés de maquisards, de démons, de sectes, comme vous êtes en train de le faire actuellement. Et comme par hasard, ils deviennent vos symboles. Sachez donc que nous sommes dans la même ligne. Votre méconnaissance de l'histoire ne doit pas déteindre sur les Camerounais. Il n'y a aucun texte dans la Constitution qui contredit le fait de s'adresser à ses compatriotes. On peut exister sans poste politique. Martin Luther King aux États-Unis, aujourd'hui, on voit ce que les Noirs subissent à Minneapolis notamment. Lorsque Martin Luther King s'est levé pour qu'au moins il y ait un minimum de respect, il n'était pas élu quelque part. Lorsque Rosa Parks s'est levé pour le faire, il n'était pas élu quelque part. La logique, et d'ailleurs on l'a vu, dans votre excitation et dans votre absence de maîtrise de soi, exactement ce qu'incarne le régime. Quand on est dans une émission sérieuse, et d'ailleurs vous l'avez dit, il ne faut pas raconter des inepties au Camerounais, c'est-à-dire le système carcéral fonctionne très bien et les gens ressortent de là-bas en ayant pris du poids. Rosange Ndjimeni a été tabassée enceinte parce qu'elle avait simplement, dans ses droits, recommandé à ses concitoyens de ne pas aller aux élections. Le ministre de l'administration territoriale déclarant que l'élection, enfin l'appel au boycott est anticonstitutionnel parce que vous décrétez selon vos humeurs ce qui est dans la Constitution ou non. Mamadou Mota a eu le bras fracturé, Wilfred Siewe a eu le crâne ouvert. Aujourd'hui même, on est en train de parler du décès de quelqu'un, monsieur Ouazizi, et vous êtes en train de dire que tout se passe très bien dans l'univers carcéral. Merci, si vous avez vos avantages dans le système, ne généralisez pas une situation. Le peuple camerounais ne vit pas le confort que vous vivez, peut-être. C'est comme les routes bitumées au Cameroun. Quand vous dites quelques routes cabossées, c'est plus de 80% des routes du Cameroun qui ne sont pas bitumées. Sortez de vos œillères, les choses ne se passeront pas comme vous le pensez. Merci Wilfried. Rapidement, 30 secondes. Je vous en non, je voulais vous avez demandé 30 secondes. On va écouter le docteur Luison aussi. Oui, j'ai même demandé au docteur. En fait, on est toujours amusé lorsqu'on écoute les représentants du mouvement de la Renaissance du Cameroun. C'est de l'esbrouf, c'est du populisme, mais alors à l'état pur. Lorsqu'ils nous parlent de Mamadou Mota, pourquoi ils ne rappellent pas aux Camerounais que Mamadou Mota était à la tête d'une révolte, d'une rébellion à la prison centrale de Kondengi? Pourquoi ils ne rappellent pas que légalement, un parti politique, selon l'article 3 de la Constitution, a pour principal objectif de concourir au suffrage. Il n'a pas pour rôle d'empêcher l'expression du suffrage. Et cela est légalement puni par la loi. Je sais, et je comprends très bien Wilfried, parce que il a été de ceux-là qui faisaient des plateaux et des plateaux pour nous expliquer que l'état de nécessité fait loi. Ça veut dire que si moi, monsieur Mandengue, je descends là, sous des pulsions X ou Y, je prends une femme, oui, ma nécessité a fait loi. Mais ils n'ont jamais dit, monsieur Otto, il faut recadrer ce type de passage. Ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais présenté un Camerounais qui est tombé de suite de Covid-19 parce qu'il n'a pas pu être pris en charge par l'État. C'est à partir de ce moment qu'on aurait effectivement pu parler d'état de nécessité. Donc les aventures scabreuses de Kamto, et je le redis ici encore, il arrivait par l'extraordinaire. Il faut que ça entre dans le logiciel bloqué de ceux-là, de ces illuminés, ces quelques illuminés qu'il entraîne tous les jours dans ses sorties médiatiques, que s'il arrivait que le chef de l'État qui préside aux destinées de cette nation, son excellence M. Biya, était en incapacité de diriger ce pouvoir, la Constitution a déjà tout prévu. Ce n'est pas Kamto, parce que Kamto actuellement est inéligible. Il ne peut pas se présenter, Valérie. Sauf s'il va faire ce qu'il a fait en annonçant son boycott, c'est-à-dire qu'en laissant son bateau et en privilégiant sa tête. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Valérie. Monsieur Kamto, aujourd'hui... Voilà, je préfère... Oui, je conclue. Nous sommes sur un plateau sérieux. Oui, non, monsieur... illuminé, je vous en prie. Monsieur... Oui, Otto. Ayez un peu de... Monsieur Otto. Vous avez suivi Wilfried? Lorsque Wilfried fait des déclarations autant gratuites que comiques, lorsqu'il parle des détenus, autant on peut en faire
sur tout ce qui caractérise les éléments de langage. Okay, si les éléments de langage ne reviennent pas à la bienséance républicaine, voilà, on respecte le président de la République, on respecte le professeur Kamto. Donc quand vous... Monsieur Kamto peut prendre la parole, il peut s'adresser à son parti, mais il ne parle pas au Camerounais parce qu'il n'a pas qualité et compétence à parler au Camerounais. Merci. Docteur Luizon Essomba, tout ça, on sait quand même que la vacance du pouvoir est bien encadrée par la Constitution du Cameroun. Serge Tour, permettez-moi... le débat naît alors que tout est prévu dans la Constitution. Permettez-moi de sortir de la zone de turbulence pour pouvoir indiquer que la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 est venue inscrire l'État du Cameroun parmi les pays politiquement modernes et démocratiquement avancés. Ça veut dire que les dévolutions du pouvoir par les mécanismes de gré à gré ne sont pas prévues dans les dispositions constitutionnelles. Et je le démontre. L'article 6, alinéa 4 de notre constitution, de notre loi fondamentale, dispose très clairement que, en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim et aura 20 jours au moins et 120 jours au plus pour organiser les élections. Cela veut donc dire quoi? Si nous plantons le décor... à laquelle il ne participe pas. Voilà, on l'a tout évoqué, c'est-à-dire qu'en réalité... Il faut le préciser. Hein? Oui, c'est-à-dire il organise sans se présenter comme candidat. Il ne peut pas modifier le gouvernement. Il peut procéder à une réforme référendaire, mais avec l'avis du Parlement et du Conseil constitutionnel. Donc, cela étant dit, disons aux Camerounais que plongeons dans l'histoire pour indiquer que nous avons eu une succession de gré à gré en interprétant la Constitution, la réforme constitutionnelle du 9 juin 1979, en son article 7, qui disposait clairement que, en cas de démission, en cas de vacance du pouvoir pour cause de démission, de décès ou d'empêchement définitif du président, c'est le Premier ministre qui immédiatement prend fonction et assure la période du mandat qui s'achevait. C'est-à-dire que je pense qu'en 82, il restait, je crois, 3 ans au président Amadou Ahidjo. Donc, dans le principe de la lettre et de l'esprit de la Constitution, de la réforme constitutionnelle de 1979, le président Paul Biya venait donc dans l'esprit d'achever les 3 ans qui restaient au président Ahidjo. Donc, voilà comment étaient déclinés les mécanismes de dévolution. Là, on pouvait penser à ce qu'on a appelé le dauphinat constitutionnel et qui nous range effectivement dans la logique d'une transmission de pouvoir de gré à gré. Parce qu'on constate là que le président Ahidjo, président de l'UNC, cède le pouvoir au vice-président de l'UNC qui est Paul Biya. Nous sommes donc dans une logique de transition démocratique et non d'alternance démocratique. Alors maintenant, le test de 96 pose les balises d'une alternance démocratique en disant que, en cas de vacances, il est organisé une élection. Nous sommes dans une démocratie pluraliste. Ça veut donc dire que l'élection est la caractéristique la plus significative d'une démocratie pluraliste. Ça veut donc dire quoi? Que si à présent, on procède, on prend un exemple, on ne dit pas que c'est cela qui peut arriver. Si on procède à une révision de la Constitution, où on crée par exemple un poste de vice-premier ministre et de vice-président, autant pour moi, et que ce poste est occupé peut-être par quelqu'un qui milite encore au sein du RDPC, là nous sommes dans une transition démocratique et non dans une alternance démocratique. Donc l'alternance démocratique renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que le leader anciennement au pouvoir devient désormais rentre dans l'opposition et un membre de l'opposition devient dirigeant de l'État. Voilà la logique justement de la transition et de l'alternance démocratique. Voilà. Maintenant, disons aussi que notre constitution, la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, précise les hypothèses de vacances. 1. La démission. 2. Le décès. 3. L'empêchement définitif. Ce qu'il faut pouvoir indiquer, c'est que lorsque nous lisons clairement chacune des hypothèses débouchant à la vacance, on se rend compte que notre constitution, en réalité, est sibylline sur les questions. Je prends l'exemple. Quand vous prenez le décès... Voilà, le décès. On commence par le décès. On commence par le décès puisque c'est la finitude humaine. Oui. Alors, on dit, en cas de décès,
du président de la République, le président de l'Assemblée nationale saisit le président du Conseil constitutionnel qui ouvre dans la vacance. Or, la Constitution est silencieuse sur le fait de savoir qui annonce le décès. Le président du Conseil constitutionnel. Qui annonce le décès, c'est-à-dire que est-ce le directeur du cabinet civil? Est-ce que par quel canal? Le président du Conseil constate, il n'annonce pas. Le docteur Luison demande qui annonce. J'attends qu'il termine. Oui, attention, parce que j'ai dit les 3 hypothèses et je vais vous évoquer à chacune des hypothèses un certain nombre de questions qui me paraissent assez difficiles. Alors, à cause des décès, vous posez un problème. Qui annonce le décès? Qui annonce le décès? Imaginez-vous, le président de la République décède au palais. Je prends un exemple. Qui va l'annoncer au président de l'Assemblée nationale? La Constitution est silencieuse sur ce point. Donc, il faut que de légués ferrants là, on puisse corriger cette incongruité. Parce que qui l'annonce? Est-ce le directeur du cabinet civil? Même si c'est lui, par quel canal? Le secrétaire général? Pas le secrétaire. Par quel canal? Par la voie de la CRTV ou en saisissant par écrit le président de l'Assemblée nationale? Donc sur cette question, la Constitution est silencieuse. Prenons la deuxième hypothèse. La démission. La démission. Le président de la République démissionne. Et là, c'est un peu plus clair parce que la démission est solennelle. Et le président... peu comme le 4 novembre 82. Oui. C'est-à-dire que on a attendu 20h. Voilà, comme en 82. Nous ont dit que le journal générique a tourné pendant longtemps. Comme en 82, le président de la République à 20h23. Oui. Le 4 novembre 82. Le 4 novembre 1982, à 20h23, annonce sa démission. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Conseil constitutionnel n'existant pas encore, il a porté la démission au président de la Cour suprême. Et le président de la Cour suprême, justement, notifie donc la démission, fait une copie de la démission au président du Sénat qui n'existait pas encore, mais c'était au président de l'Assemblée nationale. Oui. Donc voilà comment c'est prévu. Maintenant, même quand il y a donc démission et que le président démissionne, le président qui assure l'intérim, comment va-t-il faire? Il prête serment devant qui? Il utilise quelle formule? Donc, la question de l'intérimaire pose encore un véritable problème. Est-ce que Nia Difendi qui remplace Pobia va dire « Je suis le président de la République ». Or, il est un intérimaire parce qu'il faut distinguer l'intérimaire de l'institution présidentielle. Et il y a donc encore un problème que notre Constitution doit régler. Maintenant, prenons la dernière l'empêchement définitif. L'empêchement définitif. Le président est définitivement empêché. Comment constate donc que le président est définitivement empêché? Parce qu'il est devenu sourd, aveugle ou dans un coma long ou profond? C'est encore plus compliqué. Oui. Et de savoir... Donc la troisième hypothèse est plus compliquée que les précédentes. Toutes les hypothèses là sont très compliquées, Serge, alors tout pour les mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle, en réalité, l'interprétation exégétique de nos dispositions constitutionnelles nous met dans une logique où, en réalité, on ne peut pas vivre une véritable alternance démocratique, mais plutôt une transition démocratique. Voilà, j'ai envie de vous poser une dernière question. Vous avez dit qu'il manque un certain nombre d'éléments. C'est voulu, le législateur n'a pas vu tout ça? Le constituant a laissé des failles. Oui. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple, surtout sur le décès. Ce n'est pas, l'apanage du Cameroun. Certains États africains ont vu leur chef d'État décédé. On se rappelle en Guinée avec Lassana Conté, qui décède le 22 décembre 2005, et c'est annoncé 6 mois plus tard. On a vu le décès de Félix Houphouët-Boigny, qui décède le 7 décembre 1993, et c'est 7 mois plus tard que le peuple est informé du décès. Donc, la technique de l'annonce est embastillée par ceux qui détiennent l'information. Donc, voilà la logique aujourd'hui. Mais pour me résumer, je dis, notre loi fondamentale du 18 janvier 1996 a prévu clairement les mécanismes de dévolution du pouvoir. Mais il reste que certaines des hypothèses sont encore dans la pénombre et qu'il faille normalement apporter des éclairages. Valérie Mandega. Je pense que le docteur Isomba a parfaitement situé le débat. Et dans ces éléments de langage, vous avez très bien vu qu'il a rejoint ma position, qui est celle du dispositif constitutionnel et légal qui est en place. Je pense pour ma part que à la lecture même de la loi, même si le docteur Isomba n'a pas voulu aller jusqu'au bout,
et a fait un peu du juridisme. La lecture de la loi, si on lit la loi, si on regarde comment les événements se sont passés, que ce soit en 82, et si on regarde l'esprit de la loi d'aujourd'hui, la Constitution de 96, celui qui annonce le décès du chef de l'État, c'est le président du Conseil constitutionnel. Parce que saisi par qui de droit pour annonce de ce décès. Donc c'est le président du Conseil constitutionnel. Maintenant, pour ce qui est du reste, nous le savons tous, nous l'avons dit assez ici, que le président du Sénat... Valérie Mangende, c'est écrit où là? Non, pas du tout. C'est écrit où que c'est lui qui annonce? Je dis bien ceci. Lorsque le docteur Essomba parle ici des pénombres ou des insuffisances de la loi, il nous a très bien indiqué que le président du Conseil constitutionnel est informé du décès par le président du Sénat. Et lorsqu'il est informé du décès par le président du Sénat, encore qu'on n'est pas dans ce cas de figure, même si M. Kamto nous envoie dans ce type de débat, ici, il revient au président du Conseil constitutionnel, effectivement garant de la constitution de l'État du Cameroun, d'annoncer aux Camerounais que, à partir d'X, parce que c'est lui qui est le garant de tout ce qui va suivre au niveau de l'État. Ce n'est pas une affaire de RDPC, ce n'est pas une affaire de SDF, c'est une affaire de constitution. Et la constitution est claire à ce niveau. Donc, les amalgames ou le dilatoire qui peut s'infiltrer n'est qu'un dilatoire ou une amalgame de mauvaise foi. Tous ces mécanismes sont connus. Tous ces mécanismes sont clairs. Si aujourd'hui, M. Kamto veut nous parler du gré à gré, lorsqu'il modifiait la Constitution en 2008, où il allait lui-même pour pouvoir lever le verrou de l'article 6 sur la limitation des mandats, ne faisait-il pas du gré à gré? Lorsque Brent Trust gagnait des marchés, lorsqu'il était ministre délégué, ce n'était pas du gré à gré qui s'offrait. Donc je pense que ce débat est nul et de nul effet. Parce qu'aujourd'hui, nous sortons des élections où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a encore une fois de plus eu la confiance des populations. Et tenez-vous tranquille, monsieur Otou, je vais vous faire cette exclusivité. Pendant que vous m'invitiez sur ce plateau, le député de Vaury Sud, monsieur Emmanuel Pongo, a aujourd'hui doté 53 établissements de l'arrondissement de Douala 2e en dispositifs sanitaires et hygiéniques pour que des enfants puissent aller à l'école dans un cadre sain, dans un cadre propre. Voilà, c'est ce qui intéresse les Camerounais. Les Camerounais sont intéressés par les questions de santé. Les Camerounais sont intéressés par les questions d'éducation. Les Camerounais sont intéressés par les questions de logement. Les Camerounais ne sont pas intéressés par des incantations d'églises de réveil. Si le révérend Kamto a décidé de faire du MRC une église de réveil, libre à lui. Mais simplement, il faudrait qu'on dise à M. Ekanga, qu'on dise à ceux qui le suivent encore, malgré qu'il soit au fond du trou, que M. Kamto, d'une façon ou d'une autre, ne pourra pas, parce que la prochaine élection, j'insiste sur ce fait, M. Serge Otou, est en 2025. Il n'y a pas d'élection populaire avant. Parce que lorsque M. Kamto prend la parole et dit « tenez-vous prêts », il demande à qui de se tenir prêt. Les Camerounais se tenaient prêts pour lui, pour qu'il soit le 9 février dans les urnes. Il a fui les urnes. Il a traité tout un gouvernement d'illégitime et on a retrouvé le même Kamto en train de faire une demande d'audience au ministre Atangandji. Je pense donc que les millions de téléspectateurs qui nous écoutent, qui écoutent ce programme ce soir, sont convaincus d'une chose. Si M. Kamto est un pape, eh bien il est un pape de l'incohérence. Mais Serge, oui, je voudrais un peu apporter un léger éclaircissement pour dire à Malengue qu'en réalité, la disposition qui semble un peu plus claire, c'est celle de la démission. Oui. C'est celle de la démission qui est un peu plus claire. C'est-à-dire le président, il démissionne. On dit, il fait une annonce solennelle et il notifie le président du Conseil constitutionnel. Et le président du Conseil constitutionnel fait une copie au président du Sénat. Vous voyez? Mais maintenant, par rapport aux autres choses, sur par exemple le décès, tant que le président de l'Assemblée nationale n'est pas informé, le président du Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Il doit donc attendre l'information que doit lui donner le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est en cela que je dis que l'information peut disparaître entre le cabinet civil et l'Assemblée nationale. Ou on peut ne pas porter l'information au président de l'Assemblée nationale. Et même si on lui portait l'information, le président du Conseil constitutionnel ne peut ouvrir la vacance que dès lors qu'il est saisi
de manière formelle par le président de l'Assemblée nationale. Monsieur Manesson, c'était dans la précision que j'ai voulu faire parce que... Moi, je vais, avec la permission de Serge, moi, je vais même dans votre sens aussi. Oui. Je vais vous demander, docteur, où est-ce que, dans quel lieu public républicain, dans quel lieu institutionnel se discutent les questions de constitution? C'est bel et bien à l'Assemblée nationale. Justement. Bon, à partir du moment où vous prenez sur vous d'être absent dans cette instance qui discute des questions constitutionnelles, des questions légales, et vous revenez faire des sketchs comme M. Kamto en fait tous les jours, vous devenez donc inapte et vous êtes non éligible. Donc, j'ai embrayé pour vous dire qu'aujourd'hui, M. Kamto n'est pas la personne indiquée pour nous parler des questions de dévolution de pouvoir et de gré à gré. Parce qu'il ne participera pas. Valérie Mandela, je vous en prie, je vous en prie. Soyons le langage. Non, le langage est soigné. Je vous en prie. Le langage est soigné. Soyons le langage, c'est une émission sérieuse. Monsieur Outou, oui, le langage est soigné. C'est pas les réseaux sociaux. Non, personne ne fait du sur les réseaux sociaux. Soyons le langage. Beaucoup de gens nous suivent. Juste une précision. Oui, on va... Wilfried, il attend depuis... Oui, on va lui passer la parole. Juste pour dire à Mandeke que non, quand il dit que Kamto ne peut pas, c'est une position de principe qui me semble radicale. Oui. Parce qu'il y a des possibilités qui sont offertes à Kamto de se présenter si aujourd'hui il y a une vacance de la présidence. Par exemple, il peut avoir les 300 signatures de la candidature indépendante. Peut-être ça peut être compliqué, on ne sait jamais, nous sommes en politique. Ou bien il peut être investi par une formation qui a des élus. Une autre formation politique. Et il va abandonner les siens. Voilà, c'est dans la politique. Voilà. C'est dans pour dire qu'il y a des possibilités. Merci. Et pendant ce temps, il a brisé le réseau politique de beaucoup d'autres. Merci. Wilfried Kanga, on parle de la vacance du pouvoir qui est bien encadrée dans la constitution du Cameroun. Attends un instant, ma caméra... Oui, Wilfried? Ça va? Oui, allez-y. La vacance du pouvoir est bien encadrée par la Constitution. Oui, Serge, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai vraiment entendu beaucoup de choses. Et j'aime la fin de l'échange qu'il y a eu entre M. Isomba et Valérie Mandenge parce qu'il a eu un petit aperçu de la grande ignorance qu'il a des sujets qu'il énumère à grands cris parce qu'il continue de penser que c'est en criant que les inepties qu'on dit vont devenir des vérités. Vous êtes donc informé que M. Kamto peut être président de la République. Vous l'avez grogné 1000 fois sur le plateau. Vous n'avez même pas mesuré à quel point vous étiez ridicule aux yeux de ceux qui vous écoutaient. De deux, Maurice Kamto n'a jamais dit qu'il va être président à tous les prix. Il a dit et il l'a répété à maintes fois. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Même vous, si vous aviez un peu de bonne foi, vous pourriez être président de... Oui, une minute. J'ai demandé que ce soir on fasse une émission. Voilà, on invite le dérapage verbal. Je vous en prie. Exactement. Dans la continuité, évidemment, ça n'exclut pas qu'il faut appeler un chat. Parce qu'en parlant d'incohérence, s'il faut énumérer les incohérences du RDPC, je crois que le réseau serait plus long que 6 fois la distance entre la Terre et la Lune. Vous parlez au début, dans vos interventions, vous dites que Mamadou Mota, parce qu'il faut, comme beaucoup de choses ont été dites, et que notre peuple ne doit pas être imbécilisé, il faut l'édifier sur ce qui est son droit. Lorsque Mamadou Mota va marcher, vous justifiez le fait qu'il soit allé marcher, vous appelez cela révolte, et vous expliquez que c'est pour ça qu'il a eu le bras brisé. C'est-à-dire que votre niveau de cynisme dépasse les plus hauts sommets. Vous justifiez le fait qu'une femme de ménage arrêtée chez Albert Zangan se fasse incarcérer pendant 9 mois pour hostilité à la patrie. Comme Maurice Kamto a pris du poids à sa sortie de prison, c'est une bonne chose. Vous justifiez le fait que Rosange Njimemi, dans la Constitution que vous récitez, il y a grand fracas, sans toutefois la connaître dans son application réelle, une femme enceinte qui, sans empêcher ses concitoyens, ne faites pas d'abus de langage, sans empêcher ses concitoyens d'aller voter, la preuve, ils sont allés voter, du moins selon vous, elle recommande qu'il vaudrait mieux ne pas y aller parce qu'il y a des faits que vous avez peut-être occultés. Monsieur Sam Sévérin Ango se rend à Ibolova pour faire le meeting de la campagne que vous avez recommandé. Il dit on va donc aller aux élections, on va faire un meeting, on va convaincre nos concitoyens de notre projet politique. Est-ce qu'il est arrivé à Ibolova? Point d'interrogation. Est-ce qu'on lui a versé de l'eau sur la route en lui disant rentrez chez vous, à lui et son groupe? Point d'interrogation. Pardonnez au MRC
de ne pas se contenter de 2-3 personnes pour faire de la figuration à l'Assemblée et faire le jeu du RDPC qui aura de toute façon la majorité. On voulait une élection véritable. Et la seule rationalité consistait à ne pas y aller dans le cas de figure actuel, parce qu'en fait, on recommandait que les élections ne se tiennent pas. Mais dans un régime de conservation du pouvoir où le peuple est un bétail électoral et où ses intérêts véritables ne comptent pas, vous avez été très assidus à respecter le calendrier pour avoir vos élus et faire ce que vous allez faire ensuite. Rosange Ndjimeni, dans cette recommandation-là, dit à ses concitoyens, nous, on ne va pas aller aux élections, on vous exhorte à ne pas faire de même parce que regardez ce qui nous arrive. Gaëtan Gankam a été tabassé par le sous-préfet et son chauffeur à Kekem. Ce sont des faits qu'on relate. Tant d'éléments qui nous ont conduits à dire il est hors de question que nous allions dans une élection où le minimum, le préalable pour cette élection-là n'est pas respecté, à savoir les droits fondamentaux, les libertés publiques. La Constitution n'interdit pas la manifestation. La Constitution consacre un cadre et elle dit les forces de l'ordre surveillent à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Ce que les autorités à Banganté ont dit à Rosange Ndjimeni, à savoir on ne veut pas vous entendre ici c'est le RDPC. Ce qu'on a dit à Ibolova en disant c'est le socle granitique du RDPC de Paul Biya ne figure nulle part dans la Constitution. Ne faites donc pas maintenant comme si vous aimez trop les Camerounais en évoquant leurs soucis de santé. Vous avez rouvert les bars et on est passé, au lieu des 6 000 comprimés de chloroquine que Madeleine Chente nous promettait, on est passé à 6 000 cas de coronavirus. Ce n'est pas maintenant que vous allez manifester de l'empathie envers les élèves en disant que voilà, on leur a offert des kits. Allez à Ndikinimeki, allez à Mora, allez à Mokolo. Le Cameroun n'est pas que Yaoundé et Douala. Et sortez de la torpeur qui vous fait penser que pour parler dans une république, il faut être élu. C'est-à-dire, c'est une conception mais totalement hérétique de la société. Il y a 360 communes, il y a à peu près 10 000 conseillers municipaux, il y a 180 sièges à l'Assemblée nationale et 100 postes au Sénat. Il y a 25 millions de Camerounais. Il est donc impossible que tous les Camerounais aient un poste électif de toute façon. Si vous voulez empêcher le peuple de s'exprimer, sachez que vous empêchez 99,99% de la population de s'exprimer. On peut s'exprimer qu'on soit élu ou pas. Il y a les organisations non gouvernementales, il y a les associations, il y a les organisations de la société civile. Il y a 1001 moyens de s'exprimer dans une république et de faire valoir ses droits. Quand on gouverne, puisque tout le monde paye des impôts, qu'il ait élu Paul Biya ou pas, tout le monde a donc le droit d'exiger, il y a Paul Biya, la réforme justement du système de l'infrastructure sociale. Et si quelque chose manque, il a le droit de le réclamer. Et si c'est une personne publique qui a de la notoriété et qui est écoutée par des Camerounais, même si vous n'écoutez pas parce que vous avez horreur de la vérité, sachez qu'il a le droit de le faire, que ça vous plaise ou pas. Le drapeau camerounais n'est pas un monopole du président de la République. Le drapeau camerounais est sur toutes nos cartes d'identité, sur tous nos passeports. Quand on est à l'étranger, on le brandit et on dit il est camerounais, on n'est pas président pour cela. C'est ce que vous devriez comprendre, c'est ce que vous devriez comprendre entre autres choses. Nous sommes donc dans un contexte où, d'un côté, quand ça vous arrange, parce que vous confondez la science au commérage, quand ça vous arrange, Maurice Kamto, de toute façon, n'a servi à rien dans l'affaire Bakassi, c'est Paul Biya qui a fait de lui quelqu'un, et le lendemain, Maurice Kamto devient subitement omniprésent. Le cabinet Brentford, c'est lui, la constitution camerounaise, c'est lui, etc. Attention, sachons raison garder. Dans la problématique actuelle, on a confondu dans l'analyse, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Essomba, mais je crains qu'on ait confondu dans l'analyse ce qui devrait être à ce qui est. On parle comme si le Cameroun, le régime camerounais respectait sa constitution. Le fait de la prolongation du mandat présidentiel n'est pas de Maurice Kamto en 2008. Ne racontez pas cela aux Camerounais, c'est une hérésie encore. C'est Paul Biya qui décide de prolonger justement le mandat présidentiel pour se représenter, parce que l'appétit vient en mangeant. Il faut rester au pouvoir le plus longtemps possible. En ce sens-là, il n'a pas respecté la Constitution. Lorsque, en 1976, le 18 janvier, on dit en cas de vacances, la présidence est assurée par l'intérim est assuré par le président du Sénat. Il n'y a pas encore de Sénat à ce moment-là parce qu'il verra le jour en 2013. Ça veut dire que pendant près de 2 décennies, la Constitution elle-même était erronée de ce côté-là parce qu'on ne voyait pas l'intérêt de matérialiser un texte qu'on avait soi-même rédigé. Et lorsqu'on a eu les élections en 2018, je ne sais pas quel texte de la Constitution permettait à Paul Atanganji d'aller chercher les 7 émissaires de Transparency International dont vous-même, vous ne savez pas à l'heure actuelle la provenance. C'est de
devant cet amoncellement de tricheurs et de fraude, cet amoncellement de perversité politique, qu'un homme averti en vaut deux, un politicien, un politologue averti en vaut 200. Qu'on met justement... On prend les devants et on se dit de manière préventive, il ne faut pas que, avec justement ce que nous sommes en train de voir de ces gens qui n'ont jamais respecté ni la Constitution, ni les droits de l'homme, ni aucune forme de respect de la société, ni aucune forme de matérialisation d'infrastructures, on ne peut pas s'attendre à ce que ces gens-là, que le lion devienne subitement herbivore. Ils vont certainement répéter le même procédé. Merci Wilfried. Valérie Mandengue, je vous ai vu très impatient. Oui, je voulais dire à Wilfried que le docteur Essomba, sur ce plateau, n'a fait que répéter des hypothèses venant du basique du droit constitutionnel et qui restent en somme des hypothèses. Ça, il faut le dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je vois cela répandu sur les réseaux sociaux, comme quoi les élus de 2020 sont des élus qui accompagnent le régime RDPC. Mais je voudrais poser une question à Wilfried. Lorsque Kamto va compétir en 2013 dans le Fundi, où il est battu, il voulait être député de quoi? Est-ce qu'en ce moment, le code électoral était moins bon ou plus bon qu'en ce moment? Lorsque M. Kamto va en 2018 aux élections, il ne partait pas avec ce même code électoral. C'est donc dans cela que je parle du pape. Je le qualifie de pape de l'incohérence. Et la deuxième chose, c'est qu'en République, il faut qu'on se le dise. Nous le savons très bien. Le MSC travaille à installer un état d'anarchie, un état de nature. Mais en République, lorsque vous voulez vous exprimer en République, il y a le principe de légitimité. Et le principe de légitimité est conféré par les unes. C'est par les unes que vous pouvez prendre la parole et porter avec vous une idéologie, comme le portent aujourd'hui les élus qui sont en place depuis le 9 février et qui travaillent aux côtés des populations. Merci. Je tenais à faire cette précision. Merci. Il est 20h, c'est la 20h dans quelques instants parce que il est là, Cédric Nouffelet pour le 20h, justement. Il est là en position. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, c'est le cri d'indignation des organisations internationales, du syndicat national des journalistes du Cameroun, après la révélation exclusive d'Equinox Télévision suite à la mort d'un confrère, le journaliste Samuel Ouazizi, qui a succombé à des sévices corporels et la torture. Après avoir été arrêté et après de 10 mois, nous ferons le point sur cette vague d'indignation dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'un débat qui a cours sur le traitement relatif à la chloroquine. Contre toute attente, l'OMS a fait un rétropédalage. Elle vient d'annoncer qu'elle reprend ses essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Pourtant, il y a 9 jours, elle est suspendue après une étude controversée publiée par une revue médicale britannique. Comment en est-on arrivé à ce rétropédalage? Élément de réponse dans le journal de 20h et Equinox, qui a eu l'autorisation de publier la réaction du professeur Didier Raoul, reviendra sur ses propos, lui qui se présente comme une star des maladies infectieuses et qui a démonté l'étude publiée par cette revue médicale britannique de Lancet. Nous en parlerons ce soir. Et concernant la situation épidémiologique, des médecins s'inquiètent. La courbe de progression du coronavirus suscite des inquiétudes et le secteur public dit être incapable de faire face à cette montée vertigineuse des cas de coronavirus au Cameroun. Et le ministre de la Santé publique a annoncé que près de 7 structures privées pourraient être prises pour accompagner le gouvernement. Dans le cadre de la prise en charge médicale, on fera le point sur la situation sanitaire relative à la pandémie du coronavirus dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie. Equinox Soir, on se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 3 invités, Wilfried Ekanga depuis Francfort en Allemagne, et sur ce plateau à Douala, le docteur Luison Essomba, en face de lui, Valérie Mandengue. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, deuxième partie
Tout de suite, le débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Wilfried Ekanga du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis Francfort en Allemagne. Ici en plateau à Douala, Valérie Mandengue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En face de lui, le docteur Louison Essomba, enseignant de droit public à l'université de Douala. Docteur Louison Essomba, comment on peut vivre pendant près de 300 jours sans avoir des nouvelles d'un être cher? Serge Tout, l'information est extrêmement grave et surprenante. Vous savez, on l'a souvent dit de la manière la plus forte que dans un État, quand on essaie de procéder à une classification des institutions, après le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, on a quand même le pouvoir de la presse. On a les médias, en fait, qui jouent un rôle très important. Aujourd'hui, même dans le sens du rayonnement d'un État, on passe par les médias. Et ça fait de sorte que tous ceux qui exercent cette fonction, c'est la raison pour laquelle on est tombé sur le principe de la liberté de la presse, qui voudrait quand même que ceux qui accomplissent cette lourde tâche au quotidien soient quand même libres. C'est vrai que que nous sommes dans un régime de ce qu'on appellerait le régime préventif, c'est-à-dire qu'en réalité, le principe, c'est la liberté et l'exception des mesures de police, c'est l'exception. Ça fait donc de sorte que le journaliste doit, dans le respect des règles déontologiques et de l'éthique, doit travailler en ce sens-là. On peut condamner qu'aujourd'hui, on va monter un peu une presse à gage, mais l'important à dire, c'est qu'il faut respecter les hommes des médias, parce que sans eux, même un État ne peut rayonner. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous vivons et nous apprenons une telle information de sévices corporels sur un journaliste, ça doit sérieusement faire mal. Ça heurte même d'ailleurs la conscience nationale et même internationale de savoir qu'un journaliste qui aide à la sensibilisation, à l'information et même au divertissement puisse partir de cette manière-là. Donc, en réalité, nous interpellons les pouvoirs publics de davantage procéder à la protection des droits de l'homme. C'est vrai, on n'exclut pas l'hypothèse qu'aujourd'hui, on peut quand même avoir à un moment donné une presse à gage. Mais je dis une chose, respectons le journaliste. S'il a commis une infraction, autant utiliser les voies de droit. C'est-à-dire qu'il comparaît devant une juridiction, il répond de ses actes et il est condamné si tel est vrai que les raisons qui justifient son inculpation sont juridiques. Donc moi, je pense qu'il faut éviter de vivre de tels actes. Les journalistes sont quand même là pour porter et faire rayonner l'image d'un État. Valérie Mandengue, un journaliste qui meurt de suite des sévices corporels, quelle image donc pour le Cameroun à l'étranger? Monsieur Otto, permettez-moi déjà, par la prise de parole que vous me donnez, d'adresser à la famille du défunt des sincères condoléances, parce qu'il est toujours difficile de perdre un être cher, qu'il soit en incarcération ou qu'il ne soit pas. C'est toujours un traumatisme dans une famille. Il laisse une famille éplorée, peut-être des orphelins, mais il est important que chaque fois que nous sommes face à la mort, nous nous inclinons. Et lorsque je parle de nous incliner, cela impose aussi un minimum. Et le premier minimum, c'est la prudence. J'ai suivi le docteur Essomba, j'ai regardé l'élément que nous a produit le journal et j'estime qu'il est trop tôt pour dire un certain nombre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, avant d'affirmer, il faudrait que nous laissions les autorités compétentes déjà ouvrir une enquête, apporter les preuves ou pas qu'il y a eu sévices, parce que c'est suffisamment grave s'il y a sévices, et ce n'est qu'au bout de ce schéma que nous pourrons dire quelque chose ou émettre un jugement de valeur ou pas. La deuxième chose, c'est que nous avons suivi dans l'élément, il y a des politiques qui se sont déjà prononcés sur le cas, et c'est toujours ça, la précipitation. La parole publique est consacrée. Lorsque vous parlez sur le plan public, vous devez prendre le temps. Et lorsqu'une nouvelle arrive, il faut prendre le temps de recouper avant de donner des avis. Monsieur Otto, autant je
m'incline devant la mémoire de ce compatriote qui est décédé, autant je m'insurge contre cette géométrie variable en termes de dénonciation ou en termes de prise de parole. Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous avons eu, il y a quelques mois, un journaliste qui s'est fait agresser à Paris par des membres se représentant d'une organisation ténébreuse appelée la BAS. Il n'y a pas eu de levée de bouclier. Il n'y a jamais eu de levée de bouclier. Donc, il ne faudrait pas que l'indignation... Ici, on parle de mort d'homme. Oui, j'arrive. Il ne faudrait pas que l'indignation soit à mémoire sélective. Nous parlons de mort d'homme, mais ici, nous parlons du corps des journalistes. Oui. Et plus loin, moi je serais d'accord avec vous, Monsieur Otou, qu'on aille plus loin. Qu'aujourd'hui, un débat soit ouvert au niveau des conditions de travail des journalistes. Moi, je suis d'accord avec le docteur Louison quand il dit un certain nombre de choses, mais allons plus loin. On saisit toujours des occasions pour mettre en place un certain nombre de réformes. Comment les journalistes travaillent aujourd'hui dans ce pays quand on parle de presse à gage? Est-ce que les journalistes aujourd'hui ont un minima pour survivre? Lorsqu'on sait que le président du syndicat des journalistes, je crois, M. Denis Kwebo, a quitté un organe de presse que je ne citerai pas ici pour arriérer de salaire. Donc, c'est des questions, c'est des interpellations pour nous qui sommes des politiques, à mettre en place des réformes structurelles qui puissent encadrer la profession et encadrer les individus. Maintenant, juste pour chuter et revenir à ce qui nous interpelle, je dis encore, attendons que les enquêtes soient menées, attendons que, l'administration pénitentiaire, le secrétariat d'État à l'administration pénitentiaire qui sera saisi, le ministère de la Justice sera saisi. Attendons la fin de l'instruction qui va s'ouvrir pour pouvoir nous prononcer. La parole hâtive sur le plan public est toujours préjudiciable. Attendons, moi je reste prudent, je reste suffisamment, je prends de la hauteur, je ne veux pas faire de déclarations outrageuses, mais ce que je dis ici, c'est que un Camerounais s'en est allé, que son âme repose en paix et que sa famille puisse avoir le courage de surmonter cette douloureuse épreuve. Voilà, Wilfried Ekanga, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quant à lui, condamne sans réserve les actes de torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants qui ont entraîné la mort du journaliste Samuel Ouazizi. Le professeur Maurice Kamto exige que les responsables de ces actes, à tous les niveaux compris, y compris les donneurs d'ordre, soient identifiés, poursuivis devant les tribunaux et sanctionnés selon la loi. Mais oui, Serge Alain. Mais oui, tout simplement. Je ne sais pas quel type d'espoir le représentant du NPC veut nous entraîner sur ce plateau. On a l'impression que vous vous réveillez tous les matins avec un Cameroun d'hier que vous avez oublié. C'est comme si c'est aujourd'hui que les sévices commençaient. C'est comme si aujourd'hui vous découvrez à peine la barbarie du système carcéral. C'est la même prison qui a brisé le bras de Mamadou Mota, que vous avez d'ailleurs cautionné vous-même il y a quelques instants en disant qu'il était allé marcher. Vous cautionnez, donc vous dites vous-même de votre propre bouche que quand on marche au Cameroun, même si on n'a fait de mal à personne, ça justifie qu'on ait le bras brisé. Wilfried Siewe, qui était en Allemagne, qui n'était pas impliqué en politique, qui travaillait chez Siemens, une entreprise européenne qui était en vacances dans le cadre privé, a été arrêté et a eu le crâne ouvert dans les mêmes conditions. Gaëtan Gankam a encore les stigmates de ces balles qu'il a dans les pieds. Michel Doki a encore les stigmates de ces balles-là. On prend un journaliste et il disparaît pendant 300 jours, 1 an, et il en meurt comme Bingota est mort il y a quelques années, comme 1001 cas qu'on peut répertorier dans le passé, et vous trouvez dans votre organisme la force de dire que non, on va attendre, il ne faut pas être péremptoire. Par contre, vous êtes très péremptoire pour dire que ce n'est pas le gouvernement camerounais. Vous étiez péremptoire sur le cas d'Ngargo, d'ailleurs, Equinox TV a été mis au pilori comme ça, en disant que voilà diffusion de fausses nouvelles, avec intimidation de l'administration territoriale. Vous avez fait le même coup il y a quelques temps avec les bébés qui ont été massacrés sur le dos de leur mère. Il y a quelques instants, les MRCistes qui avaient été arrêtés à Ambam la semaine dernière ont été libérés. Je me souviens qu'à l'annonce de leur arrestation, les billéistes me disaient encore une fois de plus que bon, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez les images? Est-ce que vous avez les preuves? C'est incroyable. C'est donc pour ça, c'est à cause de ce manque de crédibilité, de cette répétition discontinue d'un mensonge auquel plus personne ne croit, que quelqu'un comme Obama, le vrai,
je sais pourquoi je dis le vrai tout à l'heure, avait dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts et d'institutions fortes, parce que le Cameroun, par exemple, ne respecte pas lui-même ses textes de loi. Il n'y a aucun respect des droits publics. Un autre journaliste incarcéré actuellement, Paul Chouta, il peut être coupable de quelque chose, ça c'est un débat. Mais maintenant, est-ce que la procédure, est-ce que tout ce qui se passe autour de lui est conforme à un seul texte de la loi camerounaise? Bien sûr que non. C'est-à-dire, il n'y a ni avocat, ni prise en charge, rien du tout. Ça fait 1 an qu'il est incarcéré et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que là, on cite les exemples les plus connus. Donc, cette culture du mensonge, cette culture du faux, cette culture de l'esbrouf continue est ce qui pousse dans certains politiciens qui, pour vous, n'ont pas la légitimité, puisque vous estimez que la légitimité, c'est par les urnes, ce qui est faux. Un peuple a droit à l'infrastructure, qu'il ait voté ou pas. Un citoyen peut dire j'ai besoin, la fortune publique, c'est pas l'argent de Paul Biya, il faut des routes, des hôpitaux, l'accès à l'eau. Pour cela, qu'on ait voté ou pas, on est un citoyen, on a droit à ça. Le président n'est pas le président de ceux qui sont allés voter, ils ne sont que 2 millions, et encore les 2 millions n'ont pas voté pour lui. Il y a 25 millions de Camerounais, il ne peut donc pas les occulter sur le fait qu'ils n'ont pas la légitimité, ils n'ont pas voté. C'est totalement faux et c'est totalement cynique. C'est cette logique-là que vous apportez, donc ici, à toujours entretenir un mensonge que tout le monde voit. Le coup de la CAN 2019, quand tout le monde voyait que ça n'allait pas donner de résultats, c'était encore la même chose. Et tout à l'heure, avant, vous avez nié. Là, maintenant, vous êtes en train de jouer les compatissants qui a trop pitié de la famille, qui pense trop à elle, alors que tout à l'heure, vous avez dit que non, dans les prisons camerounaises, tout se passe très bien. On y sort même en ayant pris du poids. Allez dire à la famille de M. Ouazizi qu'en fait, non, d'habitude, on est dans les prisons, on a pris du poids. Allez dire, je sais pas, si l'un d'eux, je sais pas ce que l'un d'eux, s'il a suivi cette émission, a pensé en vous regardant. Donc, rendez-vous service à vous-même. Aucun régime n'est perpétuel. Nicolae Ceausescu, en Roumanie, qu'on a fini par mettre de côté en 1989, était surnommé le firmament de l'humanité. C'est-à-dire, il était même au-dessus des humains que le dieu Paul Biya que vous encensez actuellement. Mais ceux qui étaient prêts à n'importe quel cynisme pour le soutenir à l'époque ont payé très cher quand ce régime a tourné le dos. Donc faites très attention, vous êtes jeunes, pensez à la suite. Maintenant, sur la logique du coronavirus, c'est la même chose. Ceux qui vivent ces réalités-là sur le terrain vous disent qu'actuellement, il y a une recrudescence des cas. On est à 7000 cas. On n'est que le 3 juin, supposons, on est dans la continuité du mois de mai. Donc, simplement du 1er au 31 mai, on atteint les 7000 cas, donc 5000 cas de plus que sur les 2 premiers mois, parce qu'on a rouvert les bars et maintenant, on veut interdire les veillées. Mais pendant ce temps, les gens peuvent se serrer dans les bars et les boîtes de nuit. Cette incongruité, cette incohérence dans vos mesures. Quand vous justement, dites que le pape justement, Wilfried, justement, vous avez un peu... on va partir sur cette interdiction du gouverneur de la région du centre. Plus de veillées dans la région. Votre réaction? Mais Serge Alain Otto, quand on prend la chose dans la globalité, les gens les moins susceptibles d'attraper le Covid-19, ce sont les enfants, les plus jeunes. Et la population camerounaise est très jeune, l'âge moyen est de 17 ans et demi à peu près. Ce sont les vieux qui meurent le plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a peu de cas, en tout cas peu de mortalité au Covid-19 en Afrique, outre le fait qu'il n'y a pas assez de tests pour voir d'abord les chiffres réels, c'est que la population est jeune, dont elle ne meurt pas beaucoup. Mais maintenant, on nous a mis dans une problématique où, avec cette jeune population-là qui, elle, est moins susceptible de contracter le virus, on a d'abord ouvert les vannes à ceux qui sont plus vieux, c'est-à-dire à ceux qui vont dans les bars, à ceux qui vont dans les boîtes de nuit. C'est à ceux-là qu'on a ouvert en premier avant d'ouvrir les écoles. Donc, on a ouvert les bars et les boîtes de nuit. On a ouvert dans les écoles. D'ailleurs, je m'opposais à toutes ces mesures parce que de toute façon, si on atteint, et on voit comment ça est en train d'accélérer à grande vitesse, si on atteint le quota qu'on a eu en France et dans les pays occidentaux, qui eux ont des moyens meilleurs que nous, le taux de mortalité chez nous, si le virus se réadapte à la structure immunitaire jeune de notre population, le taux de mortalité sera encore plus grand parce que nous n'avons pas l'infrastructure. Vous avez donc beau donner des médicaments à telle ou telle école, mais si en même temps les bars sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes, les écoles sont ouvertes, et il n'y a aucun système de régulation des comportements humains dans les marchés ou dans les centres-villes, parce que ce n'est que la politique qu'on sait réprimer. Évidemment, interdisez toutes les veillées que vous voulez, rien ne va y changer. C'est un régime incohérent. Si vous voulez que le régime Biya fonctionne et mette toute son énergie dans une bataille, dites-lui que le MRC est présent quelque part.
Monsieur Valéry Mandingue matérialise d'ailleurs sur ce plateau. Il est sur ce plateau celui qui a cité le plus de fois le nom Maurice Kamto, plus que tous les panélistes réunis, parce que c'est une obsession, c'est une idée fixe, parce que pour une fois, ils ont une adversité véritable. Mais quand les véritables problèmes des Camerounais sont posés, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de bitumage des le communiste agropastoral Ibolova, on l'a vu dans le journal, c'était en 2011. Les problématiques là ne sont pas exécutées. On promet, on ne fait pas. Il y a le Cameroun virtuel qu'on raconte à Douala. Merci Wilfried. Valéry Ekanga sur cette décision du Valéry Mandingue sur cette décision du gouverneur de la région du Centre interdisant les veillées funèbres. Écoutez, l'administration a à sa possession un certain nombre d'éléments qu'il juge et qui lui permettent de prendre un certain nombre de décisions. Le préfet en question a sûrement des informations qui l'amènent avec l'ensemble de tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le coronavirus. Il a des éléments qui lui permettent de prendre ces décisions. Je vais vous prendre un cas simple, un cas personnel. Il y a pratiquement 2 semaines, j'ai enterré mon beau-père. Et quand je suis allé enterrer mon beau-père, j'ai d'abord pris une autorisation spéciale de l'administration, de la sous-préfecture de Douala 1er, et j'ai donné des garanties que lors des obsèques, il y aurait des dispositifs de lavage de mains. Nous avons partagé des masques et nous avons observé la distanciation sociale, chose qui a été encadrée par l'administration qui est venue évaluer ce qui avait été pris comme engagement. Donc je pense que chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous avons l'obligation de nous référer à qui de droit. Et en l'entame des missions, contrairement à la philosophie et au verbiage de M. Ekanga, je vous ai parlé de la distribution massive de kits à l'endroit de nos enfants à Douala 2e, qui s'ajoute à l'ensemble de la bataille qui a déjà été faite par Madame le maire, Denis Fampou, aux élus du littoral, Soko Touté, Malise et compagnie. Oui. Nous combattons la maladie au quotidien. Voilà. Nous ne faisons pas de philosophie, monsieur Otou. Voilà. Maintenant, vous avez déjà dit ça. On évacue rapidement le débrief. On était sur le centre. Vous avez donné votre point de vue parce qu'il faut réagir sur, sur Papillon. Maintenant, je voulais dire quelque chose. Vous ne m'avez peut-être pas permis que votre métier de journaliste est encadré. Il est encadré par la loi. Il n'y a pas une immunité de journaliste. Parce que lorsque j'entends des faits sur, par exemple, une personne comme Paul Chouta, il faut rappeler aux Camerounais que depuis 2014, Paul Chouta s'était rendu spécialiste de chantage et de diffamation. Aujourd'hui, Paul Chouta fait face à la justice. Paul Chouta n'avait pas une immunité. Donc, cette espèce de dogme qui veut que aujourd'hui, il faut à tout prix transgresser la loi pour mettre l'État devant les faits ne peut pas prospérer. Nous sommes dans un état de droit et vous-même, monsieur Otou, chaque fois que vous sortez une information, vous vous assurez de recouper parce que vous ne voulez pas rentrer dans le champ de l'illégalité. Donc, on ne peut pas se permettre ici d'encourager l'illégalité. Nous ne sommes pas dans un état de nature, celui que le MSC veut installer. Donc, il est très important et je reviens encore sur ce que j'ai dit. Le journaliste qui est décédé, paix à son âme, il faut que nous ayons des éléments sur les causes de son incarcération, les conditions de son incarcération et une enquête qui va nous dire si, 1, il a eu des sévices corporels, 2, les causes de sa mort, parce que la mortalité en milieu carcéral n'est pas une exception au Cameroun. La mortalité en milieu carcéral fait l'objet d'études dans le monde et qui prouvent que des personnes décèdent lors de leur incarcération. Merci, Dr Luizon Isomba, sur ces 2 actualités. Justement, il y a l'interdiction des veillées funèbres dans la région du Centre et Papillon qui interdit d'organiser un hommage à Manu Dibango. Oui, pour le premier point, il faut savoir que les autorités de police administrative avaient déjà pris sur elles l'interdiction de toutes ces gestions mortuaires. Je dois vous rappeler qu'à Bafia, dans l'Ombam, le prophète s'est opposé radicalement à l'enterrement de Madame le maire, Madame Zimtiem, qui est maire là-bas. Et elle a perdu sa mère. Et le prophète lui a dit non, pas d'organisation de trucs, il faut l'enterrer.
parce que certainement des rumeurs ont circulé qu'elle était plutôt atteinte du Covid. Or, Madame le maire démontrait que sa mère est morte d'une autre maladie. Et ça a causé donc entre le préfet et l'autorité communale une certaine, une certaine mauvaise chaleur, mais qui aujourd'hui me semble, cette chaleur est venue de bon temps. Maintenant, s'agissant de l'artiste Papillon, je sais que c'est un activiste. Je l'ai souvent vu dans ces comités de lutte contre la piraterie. Mais ce qu'il faut également dire d'un autre côté, c'est que c'est un artiste peu recommandable. Peu recommandable parce qu'on l'a vu, même dans le cadre musical, on se rappelle du duel entre les artistes épais comme lui. Il leur a vendu son brevet d'invention et il est revenu chanter la même chanson. On l'a vu, et moi personnellement, je l'ai vu cogner un enfant de sa voiture et il est parti en fuite. Et aujourd'hui, il veut par pur opportunisme recueillir une occasion pour s'embourgeoiser. Je pense que ce n'est pas normal. Manu Dibango, c'est un artiste au talent iconoclaste. Donc on ne peut pas se lever un beau matin comme ça et espérer faire une organisation de ses obsèques lorsqu'on n'a pas eu une autorisation préalable de la famille. C'est une famille bien organisée, donc il faut respecter la mémoire de ce grand artiste qui part quand même dans des conditions extrêmement difficiles. Valérie Mandengue, Papillon interdit d'organiser hommage à Manu Dibango. Je pense que c'est une décision pour la famille de bon sens. Je pense que un artiste de la dimension de Manu Dibango, tout recueillement qu'on peut faire pour lui ne peut pas se faire dans ces conditions. Je pense que monsieur Papillon a été maladroit et heureusement que la famille a rattrapé cela parce que lorsque, et c'est ce que nous émettons comme souhait, lorsque la Covid-19 sera derrière nous, lorsque nous allons faire le bilan de cette pandémie dévastatrice, Manu Dibango fait partie de ces icônes-là dont la disparition nous rend tristes, mais ces icônes-là qui devront avoir des obsèques à la dimension de ce qu'ils étaient. Manu Dibango n'aura pas que des obsèques nationales au Cameroun, ça va commencer par la France, ce pays qu'il a adopté, et ça va se terminer ici. Et je pense que ce soit pour la France, que ce soit pour l'Europe ou pour le monde entier, il aura un hommage qui sera digne de soi. Okay. Et au Cameroun, je pense que ceux qui organiseront l'hommage national à M. Manu Dibango seront des personnes qui ne seront pas de l'acabit de M. Papillon, avec tout le respect qu'on a pour lui. Voilà, on va terminer avec Wifi dans quelques secondes. On arrive au terme de l'émission. Papillon Motanguigna qui veut rendre hommage à Manu Dibango. La famille dit niet. Je crois que c'est la seule partie du reportage qui n'est pas un débat. Parce que même si Papillon était un ange tombé du ciel, la famille a la légitimité absolue, et pas par les urnes, la légitimité absolue de décider de qui doit participer aux funérailles du membre de leur famille ou non. Donc ça n'a rien à voir avec l'égalité intrinsèque de Papillon. À partir du moment où la famille a dit « on ne veut pas de lui », le débat il est clos. C'est ainsi que ça se passe quand on a un patrimoine génétique qu'on partage. Voilà, merci une fois de plus. Wilfried d'avoir été avec nous, Wilfried depuis Francfort en Allemagne. Merci Valérie Mandengue d'être venue. Merci à vous, docteur Luison Isomba, c'est plus pour vos éclairages. Hein. Merci. On va relire l'article 142. 142. Voilà, madame, monsieur. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Toute l'équipe conduite par Séverin Touban vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Banjoun.